cet échange. Bonjour à, est-ce que c'est ça? Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. On a souhaité donc organiser cette réunion et cette présentation qui va être faite dans un instant par Madame Sanders de l'ESEA, afin de vous sensibiliser, même un petit peu au-delà de sensibilisation, sur le dispositif Ma Santé 2022 qui a aujourd'hui qui va avoir des répercussions sur vos systèmes d'information au global, et qui, bien évidemment, va avoir des répercussions sur toute la partie application métier, qui aujourd'hui vous sont fournis par l'Alpi, notamment, je pense, surtout au CIAS, par rapport à toute la gamme logicielle. Alors, ils ont encore changé de nom, donc vous les connaissez tous sous l'appellation apologique, et puis maintenant, je crois que c'est M3 quelque chose, je sais plus quoi. Arch MC2. Marche MC2, voilà. Arch MC2, oui, on va y arriver. Comme ils changent de nom tous les 15 jours, j'avoue que voilà. Tout ça pour vous dire que on avait donc l'éditeur du logiciel, donc il y a quelques mois maintenant, qui nous avait un petit peu alerté sur le fait qu'il allait y avoir pas mal non pas de modifications, mais d'évolutions, notamment liées à la question de la sécurité sur la partie des applicatifs, qui nous a poussé à prendre contact donc avec l'ARS et donc les EA juste après, et en ayant une petite présentation qui nous avait été faite et qui va vous être faite maintenant par Madame Sanders, on s'est rendu compte que c'était plus qu'utile que vous soyez informés directement sur ces sujets par les EA en l'occurrence, de manière à ce que toutes et tous vous puissiez appréhender le gap qu'il va y avoir à franchir dans les prochains mois par rapport à ces questions liées à Ma Santé 2022. Et quand je dis dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, où il y a un certain nombre d'étapes à franchir de manière à pouvoir être en toute sécurité. Et au-delà de la sécurité, vous allez voir un certain nombre d'évolutions qui sont rendues nécessaires justement dans le cadre de ce plan qui est un plan national. Il y a aujourd'hui eu un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt qui ont été portés par l'ARS, découvert à cette occasion en discutant avec les EA qu'il n'y avait pas aujourd'hui beaucoup de dossiers landais. Bon, clairement, c'est un fait. C'est la raison pour laquelle on a élargi l'invitation à la réunion de ce matin, au-delà de notre réseau de CIAS qu'on connaît bien, et je pense que autour de la table tout le monde me connaît bien, également aux EHPAD. Donc, certains d'entre vous étant gestionnaires d'EHPAD directement, vous allez voir que vous êtes en plus concernés. Sur la partie logicielle EHPAD, vous le savez, c'est pas au niveau de l'ALPI que ça se passe. En tout cas, il nous paraissait utile, nécessaire, que vous puissiez être aussi informés sur la partie justement qui concerne plutôt les EHPAD. Donc la présentation qui va vous être faite sera par la suite disponible. On la mettra sur le réseau de l'ALPI. Et au-delà de ça, vous verrez, ça nécessitera vraisemblablement, enfin c'est même une certitude d'ailleurs, début janvier, qu'on puisse refaire une réunion avec l'ensemble des participants et celles et ceux qui n'ont peut-être pas pu se libérer ce matin, pour voir un petit peu comment on met en place une feuille de route au niveau de l'ALPI, mais avec vous, bien évidemment, pour pouvoir se mettre, je dirais, en fonctionnalité par rapport à ce plan national. Voilà, en quelques mots d'introduction, ce que je voulais indiquer. Et je vous propose, Madame Sanders, de vous passer la main pour que vous puissiez faire directement la présentation. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lagrave. Je vous remercie de nous avoir invités. Est-ce que vous voyez le diaporama que j'ai affiché à l'écran? Oui, très bien.
Très bien. D'accord, très bien. Donc bonjour à tous. Je vais faire cette présentation aujourd'hui en remplacement d'Élodie Lopez qui est absente et sont également présentes Delphine Guilgaud qui s'occupe de la communication du programme SMS numérique et Flora qui est chargée d'accompagnement de territoire sur la région Aquitaine qui pourrait être plus spécifiquement votre interlocutrice. Vous aurez toutes les coordonnées dans le PowerPoint. Alors, par rapport à cette présentation, je vais vous dérouler un diaporama qui est celui que nous avons utilisé pendant toute l'année 2021 et qui correspondait aux conditions des appels à projets de cette année. Nous n'avons à l'heure actuelle pas les éléments sur l'instruction nationale qui sortira en 2022. Donc j'y ferai des allusions, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre de points, soit que nous ne connaissons pas, soit qui vont évoluer. Néanmoins, l'esprit du programme SMS numérique reste le même et c'est ça qu'il est important que vous puissiez appréhender pour l'anticiper effectivement, comme Monsieur Lagrave l'a dit. Donc, on va revenir sur les objectifs du programme SMS numérique, je vais vous faire un petit point sur cette phase d'amorçage qui a eu lieu en 2021, et puis ensuite vous expliquer effectivement en quoi consistent ces réponses à appel à projet. Alors, les objectifs généraux du programme ESMS numérique. Le premier objectif, c'est de développer les usages et bonnes pratiques du numérique dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Comme vous le savez, ce secteur social et médico-social est extrêmement large. Il inclut les champs de la protection des personnes vulnérables, protection de l'enfance, personnes âgées, personnes handicapées, domicile. Aujourd'hui, nous nous concentrons davantage sur personnes âgées, handicapées et secteur domicile. Et ce que nous observons, c'est des niveaux de maturité qui sont très différents selon les secteurs. Donc, un des enjeux, c'est effectivement aussi d'amener les établissements à un socle de maturité de leur système d'information. Alors ça peut être un terme un petit peu abscon ou en tout cas pas très transparent. L'idée, c'est que chaque établissement social ou médico-social est un environnement numérique sécure, c'est-à-dire une infrastructure qui soit réfléchie, pilotée, une feuille de route pour son système d'information qui prévoit un certain nombre de grands axes, et puis un dossier usager informatisé qui permette de faire circuler l'information pour les usagers, les résidents, les patients, de façon sécurisée, soit en interne, soit en externe. Madame Sanders, je ne sais pas si vous déroulez le PowerPoint, mais pour ma part, moi je suis toujours sur la page de Gerd. C'est normal? Non, c'est pas normal. Ah oui. Voilà. Ok. Voilà, là c'est bon. Ok, super. D'accord. Très bien. Alors, le focus sur lequel je voulais mettre l'accent. Excusez-moi, j'ai changé du coup mon organisation avec le double écran. Oui, les questions qu'il faut que vous vous posiez dans les établissements, c'est est-ce que je fournis à mes collaborateurs un réseau Internet suffisant pour pouvoir utiliser les bons outils? Est-ce qu'il y a une permanence d'accès à ces outils? Est-ce que le parc informatique est à jour, sécurisé, etc. Est-ce que le logiciel métier est utilisé de façon optimisée? Et est-ce que lorsque mes collaborateurs transmettent des informations par rapport aux personnes que nous accompagnons, soit en interne, soit en externe, cela se fait de façon sécurisée? Voilà, ça c'est l'enjeu. Je pense que Monsieur Lagrave vous apporte un certain nombre d'informations sur la cybersécurité. En tout état de cause, un système d'information sécurisé, c'est une des briques avec le RGPD pour aboutir sur une politique de cybersécurité. Donc ça, c'est le contexte vraiment d'amener les établissements à un socle de maturité de leur système d'information. Alors, dans vos cas de figure, les échanges qu'on a pu avoir avec Monsieur Lagrave et donc l'ALPI 40 nous donnent un certain nombre d'indicateurs que vous sauriez plutôt
sur un niveau de maturité conséquent. En tout état de cause, de plus en plus, l'ARS va être amenée à demander aux structures de faire des états des lieux ou des audits de leur maturité. Donc, on va inclure dans les pratiques d'évaluation ce dispositif d'aller effectivement évaluer quelle est la maturité du système d'information et d'en faire découler un plan d'action. Alors, par rapport à la maturité du système d'information, il y a aussi un point qui est pendant, qui est est-ce qu'il y a des ressources humaines dédiées au sujet SI en interne ou en externe? Donc, dans votre cas de figure, on observe que il y a eu mutualisation et externalisation avec un impact probablement très intéressant. Et puis, est-ce qu'il y a une ligne budgétaire dédiée au système d'information? Voilà, ce sont des questions que vous pouvez vous poser et ce sont des axes de travail pour les années à venir. Dans ce programme ESMS numérique, donc il y a également donc tout ce qui est développement, usage et bonnes pratiques. Donc là, c'est beaucoup autour du logiciel métier, je vais y revenir. Le programme entend soutenir quelques projets innovants. Pour le moment, on n'a pas vu grand-chose et en fait, il n'y a pas vraiment de dynamique sur ce sujet. Ça viendra peut-être dans les années à venir. Et c'est une structuration de démarche en programme de transformation pluriannuel. Le programme vise à s'étaler sur 5 ans. Et je voudrais vous dire quelque chose qui n'est pas écrit dans tous les documents de la CNSA ou du ministère, mais ce n'est pas une option. Voilà, c'est-à-dire que la transformation numérique n'est pas une option pour les établissements, c'est incontournable, tout le monde devra y aller. Il y a un certain nombre de freins qui sont le manque de temps, le manque de compétences et le manque d'argent. C'est assez évident. Néanmoins, ça doit rentrer dans les axes de pilotage des directeurs que d'avoir un axe numérique. D'ailleurs, au niveau des CEPOM, au niveau national, ils sont en train de construire une fiche CEPOM spécifique au SI. Donc, ça va vraiment devenir incontournable, pas du tout optionnel et à intégrer. Alors, je sais que c'est une charge supplémentaire, d'où l'enjeu d'avoir une stratégie bien définie pour pouvoir, une fois que cette stratégie est établie, y consacrer le temps nécessaire pour contrôler que ça se déroule bien et pas davantage. Voilà. Alors, pardon. La CNSA a beaucoup communiqué autour du cœur du programme ESMS numérique, qui est le dossier usager informatisé. Alors, à ma connaissance, donc d'après les échanges qu'on a eus avec Monsieur Lagrave, vous avez tous aujourd'hui un DUI qui doit permettre, selon la CNSA, un service numérique à destination des usagers et des aidants, l'intégration des référentiels et services socles et la mise en place d'outils de pilotage. Voilà, alors on va s'arrêter un petit peu plus loin sur l'intégration des référentiels et services socles. Donc les objectifs opérationnels du programme ESMS numérique, vous les voyez à l'écran. Le premier, c'est franchir une première étape en matière d'équipement et d'infrastructure. Alors, ce qu'on observe sur un spectre très large, c'est que certains ont un niveau d'équipement qui est très faible, une infrastructure pas du tout sécurisée, d'autres vont être plutôt aboutis. Se doter d'un dossier usager informatisé. Alors, sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons connaissance du fait qu'il y a à peu près 250 établissements qui n'ont pas de DUI et qui, à marche forcée, sont en train de s'en équiper, de fait. Urbanisé avec un ou plusieurs services socles, les services ou référentiels socles que sont la CNSA cite toujours la messagerie sécurisée, le dossier médical partagé, l'outil de e-prescription et l'outil de e-parcours. Mais il y en a d'autres et c'est important de les connaître. S'inscrire dans le respect de l'urbanisation cible, ça c'est surtout pour les éditeurs. Et puis, il y a des exigences organisationnelles. Donc, ce qui semble très important par rapport à cette question du système d'information, c'est qu'un établissement, un service à domicile, SIAD ou EHPAD, de façon isolée, n'a pas les moyens humains, organisationnels, temps, budget, pour pouvoir franchir toutes ces étapes. Ça veut dire que c'est extrêmement lourd et il faut effectivement pouvoir se regrouper et bénéficier de services mutualisés. Donc, dans votre cas de figure, il me semble que ce sujet est déjà bien abouti, ce qui est plutôt positif pour vous. C'est du travail en moins à faire. Si vous avez des questions, interrompez-moi. L'objectif, c'est pas non plus qu'un long monologue. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à
à me les poser directement. Alors, au cœur de ce programme, on a le dossier de l'usager informatisé. Donc, vous êtes, en tout cas pour les services à domicile et les SIAD, équipés visiblement de la solution ArchMC2. Pour les EHPAD, si j'ai bien compris, chacun fait le choix d'un logiciel, mais tout le monde est équipé. L'objectif du programme, c'est de vérifier que le DUI est effectivement utilisé dans toutes ses modularités. Ça veut dire que tous les dispositifs sont bien intégrés, que ça soit la partie admission, la partie indicateur et puis évidemment la partie cœur de métier autour du soin et de l'accompagnement du résident, mais parfois aussi le lien avec les familles, etc. Donc ça, c'est cette vérification qu'il s'agit de faire. Et puis ensuite, l'enjeu, c'est qu'il soit interopérable. Ça veut dire que le logiciel échange des informations avec les référentiels et services socles de façon sécurisée et d'une façon ergonomique pour vos collaborateurs. Donc aujourd'hui, pour ceux qui utilisent la télémédecine, très souvent, il y a une obligation d'aller chercher des documents, de les copier-coller sur le bureau ou dans un dossier spécifique, d'aller les remettre dans le dossier. Enfin, il y a donc des risques que cette tâche ne soit pas faite ou qu'elle soit mal faite, ou en tout cas, il y a des risques par rapport à la sécurité de ces données. L'idée d'un dossier usager informatisé interopérable, c'est que lorsque vous êtes dans le dossier de Madame Sanders, vous pouvez cliquer sur l'icône messagerie sécurisée et récupérer ou échanger des documents avec les professionnels avec lesquels vous êtes en lien. Un outil de e-prescription plus abouti permettrait de sécuriser davantage évidemment le parcours, le circuit du médicament. Et quant au DMP, il y a un déversement en général automatisé des éléments pour nourrir le DLU et ça vous permet de récupérer des comptes rendus de sortie d'hospitalisation ou des documents qui pourraient être mis. Et là, je fais tout de suite une parenthèse. L'assurance maladie est en train de mettre une pression conséquente sur vos partenaires habituels qui n'utilisent pas forcément le DMP. Donc, les hôpitaux sont soumis aussi à une pression Ségur conséquente pour utiliser le DMP et le nourrir. Voilà, puisque très souvent, les EHPAD jouaient le jeu d'utiliser, en tout cas d'alimenter le DMP, et en retour, il y avait peu de réciprocité. Dans les référentiels socles dont on parle assez peu, il y en a qui sont vraiment très importants et qui, excusez-moi l'expression, vont vous tomber dessus dans les mois à venir et il va donc falloir que vous les intégriez. Il y a l'identité nationale de santé, l'INS, avec le processus d'identito-vigilance. Dans un dispositif de transmission d'informations sécurisées, l'INS est la première brique. Ça veut dire que dans un DUI interopérable, il faut activer l'INS pour ensuite pouvoir accéder à la messagerie et au DMP. Il y a également le dispositif RPPS+, qui va arriver prochainement. Et puis, je pense que vous connaissez ProSanté Connect. Donc, ce sont autant de spécificités qu'il va falloir vous approprier, voir de quelle façon vous les mettez en place dans vos établissements. Et là, on voit bien tout l'enjeu d'une mutualisation. C'est-à-dire qu'une personne peut débroussailler ces sujets, mettre en place une petite procédure qui ensuite est expliquée et appliquée dans chacune des structures, plutôt que dans chaque structure, vous fassiez ce travail qui est quand même conséquent d'appropriation de ces différents éléments. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à ce stade de la présentation? Oui, sur l'interopérabilité. En fait, on ne demande que ça, mais c'est pas on vous entend très très mal, hein. Je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez mieux à proximité du micro? Oh la vache, c'est compliqué là. On vous écoute attentivement, allez-y. Allez-y. Non, sur l'interopérabilité, nous on ne demande que ça, mais techniquement, c'est pas toujours très simple. Hein. Alors, vous avez tout à fait raison, et ça fait partie des choses qui sont, comment dire, explicables, mais pas forcément très lisibles de l'extérieur. Donc, il y a eu deux dispositifs qui avancent en parallèle. Il y a le Ségur de la santé et le programme ESMS numérique. Dans le cadre du Ségur de la santé, le ministère et l'Agence du numérique en santé
ont animé des groupes de travail qu'ils appelaient des task force, couloir par couloir. Donc, il y a eu le couloir biologie, sanitaire et médico-social. Et ils ont travaillé sur des cahiers des charges, des dossiers de spécifications, avec les spécifications pour atteindre l'interopérabilité. Ces dossiers sont en train d'être publiés et les éditeurs vont pouvoir maintenant se faire référencer dans le cadre de cette interopérabilité. C'est-à-dire, dans votre cas de figure, si aujourd'hui vous utilisez ArchMC2, en toute transparence, c'est eux qui le disent, hein, donc on leur pose la question et ils nous répondent en transparence. Ils n'ont pas à ce stade d'INS, de MSS et de DP interopérables avec le DUI. Maintenant qu'ils ont le cahier des charges, ils vont pouvoir, durant l'année 2022, travailler sur cet objectif, puis passer l'audit nécessaire au référencement, et ils seront enfin, probablement, courant 2022, référencés et pourront vous livrer une solution interopérable. Dans le champ des EHPAD, Titan est déjà est à fond. Ils vont pouvoir tout de suite aller sur le référencement. On sait que Titan est en capacité aujourd'hui d'installer des DUI interopérables avec INS, MSS, DMP. Et NetSoin, il y a un dernier point qu'ils doivent régler au niveau de la messagerie sécurisée, mais à partir de janvier, ils seront effectivement interopérables. Donc je vous rejoins, il y a cette difficulté et un certain nombre d'éditeurs répondaient de façon un peu évasive, faisant croire que oui, ils étaient interopérables, notamment ArchMC2, puisqu'ils utilisaient la solution d'interfaçage Dome, donc c'était de nature un petit peu à brouiller les pistes. Voilà. En tout état de cause, à partir de 2022, disons mi-2022, les éditeurs seront référencés par l'ANS ou pas. Ce qui sera pour nous une garantie, pas pour vous et pour nous, mais surtout pour vous, une garantie que vous achetez ou que vous payez un abonnement pour un outil effectivement interopérable. Voilà. Donc ça c'est un point. Alors je confirme, puisqu'on a rencontré l'éditeur il y a quelques mois, qu'ils sont en cours de validation de cette interopérabilité. Donc ce qui veut dire que le travail avec l'éditeur, enfin comme vous en avez l'habitude, on va le poursuivre là dans les prochains mois pour que cette interopérabilité soit bien opérationnelle sur nos applicatifs. Mélanie, j'ai une question. Mélanie Coiffard, parce que ArchMC2, il me semble que ça va être utilisé que pour les grandes structures, non? Non, ArchMC2, tu confonds avec Arcade. ArchMC2, c'est le nom, c'est apologique en fait, c'est le nom de l'éditeur. Voilà. Ils ont changé le nom. Du coup, ApoWeb va être mis en place plutôt pour les petites structures, c'est pas ça? Oui. Alors, ApoWeb va pas être mis en place sur les grosses structures en fait, et ils ont du coup créé, parce qu'il va pas être utilisable par rapport à leur utilisation. Et ils ont créé Arcade, en fait, c'est avec ça que je pense que tu confonds Arcade, qui va lier justement Lancelot Perceval, l'ancienne version, avec le SIA d'ApoWeb et Agap qui va passer en ApoWeb. Que ce soit l'un ou l'autre, on pourra quand même avoir ce DUI avec ces différentes branches. Ok, je voulais juste m'en assurer. Ok. Très bien. Tout le monde est concerné, hein, quelle que soit la taille de la collectivité. Tout le monde est concerné par cette opération. Ouais. Ok. Oui, enfin, Monsieur Lagrave, vous avez raison de le souligner. Nous, on a des acteurs qui nous disent, parce que évidemment, tout ça a un surcoût, et les éditeurs à l'heure actuelle ont quand même des politiques tarifaires évolutives, pour le moins. Donc on observe c'est bien dit. Voilà, on observe des évolutions de tarifs qui sont conséquentes. Ça n'a pas échappé au ministère, qui s'en inquiète, qui va essayer en 2022 de prendre des mesures par rapport à ça. Mais enfin, c'est quand même, tout ça est quand même très compliqué. À juste titre, les éditeurs disent deux choses. Un, ça leur coûte de l'argent de faire tout ce développement. Et deux, quand ils font ce développement-là, qui correspond au Ségur de la santé, ils font pas non plus le développement que vous leur demandez sur un certain nombre d'autres spécificités. Voilà. Effectivement, ce n'est pas une option. Ça veut dire que tout ça va être incontournable. On a des acteurs qui nous disent non, les tarifs qui sont pratiqués sont trop chers. Nous, on n'ira pas. Oui, sauf que voilà, malheureusement, il faut y aller.
D'où l'enjeu d'avoir une analyse fine de son budget, de voir ce qu'on consacre déjà au sujet SI, comment on peut faire évoluer les différentes charges du SI, qu'est-ce qui peut être mutualisé ou pas, transformé, revoir ses contrats, enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est effectivement pas simple du tout. Sauf que moi, je vous indique une chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est que dans le cadre des appels d'offres et de l'appel d'offres qu'on a, nous on signe dans le cadre, enfin, l'éditeur de logiciels quand il signe aussi pour les mises à jour réglementaires. Ça veut dire que est-ce qu'on est dans un cadre de mise à jour réglementaire? Parce que ça a son importance juridique au regard de nos appels d'offres. Nous, on intègre la mise à jour, les mises à jour, comment dirais-je, des logiciels, le versionning, j'en passe et des meilleurs, là-dessus, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit d'une mise à jour réglementaire, en théorie, et normalement, l'éditeur de logiciel, il n'est pas censé faire payer les collectivités. Et donc, c'est là où ça va avoir une importance, c'est que j'ai bien compris que c'était obligatoire, ça, je crois qu'on a bien compris. Le sujet, c'est est-ce qu'il s'agit d'une mise à jour réglementaire? Je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. C'est la première fois qu'on nous dit qu'il y a effectivement dans le contrat cette clause-là. Ce que je peux vous dire, donc on anticipe un peu sur le déroulé, c'est que à partir de 2022, l'État va financer par le biais de ce qu'on appelle le programme SONS, S-O-N-S, les éditeurs. Ça veut dire qu'un éditeur qui installera chez un client une solution référencée Ségur touchera directement par l'État un financement. Ça, c'est ponctuel. À l'heure actuelle, on ne sait pas, après ce financement annuel ou biannuel, comment les choses vont évoluer. Le système économique est en train d'être travaillé au niveau ministériel. Donc ça, ce sont des inconnus sur lesquels on sait qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de discussions en cours, qui ont un impact direct sur vos budgets de fonctionnement. Et pour le moment, on ne peut pas vous donner les éléments de réponse. Voilà. Donc c'est un sujet de contrariété. Je le comprends. Voilà. Vous avez compris que nous, ça a son importance de savoir si c'est une mise à jour réglementaire ou s'il s'agit d'une évolution obligatoire, mais qui n'est pas réglementaire. Le réglementaire, en l'occurrence, pour ceux qui font des marchés comme c'est notre cas depuis maintenant très longtemps, on l'intègre effectivement dans le périmètre de nos marchés publics. Ouais. Après, il faudrait que vous m'envoyiez la clause spécifique telle qu'elle est complètement rédigée, avec éventuellement les renvois sur des bas de page ou des annexes, parce que j'imagine qu'elle n'est pas uniquement. Peut-être que dans votre contrat ou dans les conditions, il y a un petit paragraphe qui explique ce qu'est le réglementaire ou pas. Non, on n'est pas allé jusque là, mais à partir du moment où, si vous voulez, c'est validé et donc demandé par l'ANS et que c'est donc concrètement, c'est une ordonnance, un règlement, une circulaire, je ne sais quoi d'autre encore, donc réglementaire, pour être très clair, ça intègre justement nos petits paragraphes et nos codicilles. Donc c'est là où ça a son importance qu'on sache effectivement si c'est dans la loi, dans une ordonnance, dans un règlement. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'imagine que c'est pas sorti comme ça du jour au lendemain. Donc il doit y avoir un dispositif qui peut nous permettre de dire, écoutez, c'est de la maintenance réglementaire, c'est inclus dans la maintenance. Oui. C'est une bagarre qu'on va mener. Je vous dis pas qu'on va la gagner, mais en tout cas on va essayer de la mener, quoi. Moi, je note la question. Je vais la faire remonter à l'ARS, qui après et à la CNSA. Quand vous aurez Mathieu Faure au téléphone, pour les Lyon, ça risque de beaucoup l'intéresser. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ok. Alors, pour poursuivre, en fait, en 2021, il y a eu une phase dite d'amorçage, dont l'objectif était de tester ce dispositif et d'en tirer un certain nombre d'enseignements pour ensuite passer sur une phase de déploiement généralisé qui va s'étaler de 2022 à 2027. Voilà. Donc, la phase d'amorçage est terminée. Il y a eu 2 appels à projets,
un en mai et un qui est sorti le 12 juillet, qui s'est terminé. Il y a eu un peu plus de 9 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine qui ont été attribués à 19 grappes pour à peu près 450 établissements. Donc aujourd'hui, on a 450 établissements qui sont entrés dans cette démarche avec un financement et on pense qu'on en a une cinquantaine qui sont entrés dans la démarche sans financement. Voilà. Donc pour une phase d'amorçage, ça a été plutôt dynamique et positif. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Les établissements, les directeurs sont tout à fait convaincus des enjeux. Après, effectivement, il y a ces questions que j'ai indiquées, le temps, les compétences et l'argent qui sont des freins, évidemment. Donc le spectre sur lequel, alors ça c'était sur les appels à projets, ça s'applique toujours. Hein, ça, ce sont les établissements qui sont concernés par ces appels à projets et par ce programme. Donc vous voyez que vous y rentrez complètement, évidemment. Il y a un enjeu majeur qui est le regroupement des petites structures. Donc en fait, pour répondre aux appels à projets, mais d'une façon générale, ce que la CNSA, le ministère, les ARS souhaitent promouvoir, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de porter un projet SI seul de façon isolée. Il faut mutualiser, se regrouper. Donc elles incitent les grosses structures. Donc on a eu un certain nombre, par exemple d'ADAPI qui ont, je vais prendre l'exemple de la Charente, l'ADAPI de la Charente a porté un projet avec 4 petites associations qui n'étaient pas du tout informatisées. Et grâce à la dynamique que l'ADAPI a déjà, elles vont s'embarquer et intégrer tous les objectifs qu'on a pu lister. On a des EHPAD dans les Deux-Sèvres et en Charente, on a des groupements d'EHPAD, des EHPAD qui se sont regroupés, qui ont mis en place des dispositifs. Pour l'un, ils ont embauché un DSI commun. En tout cas, ils essaient de créer une structure DSI commune à leurs EHPAD. Voilà. Donc, il y a un objectif de mutualiser. Et pour répondre aux appels à projets et obtenir des financements, il faut pouvoir afficher un dispositif mutualisé et donc se regrouper. Excusez-moi, Mme Sanders, mais j'ai juste une petite question là pour les personnes et les collectivités qui participent. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous avait entendu parler de l'appel à projet qui a été présenté là? Bon, qui est fermé, mais est-ce que certains d'entre vous avaient entendu parler de cet appel à projet? Sauf erreur de ma part, ma collègue a candidaté et a été retenue dans la grappe. Florence Boye, directrice du SIAD. Du SIAD de quel endroit? Chalosse-sur-Sang, Saint-Sevé. Oui. Oui, mais elle faisait partie de la grappe du 47. Tout à fait. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, donc. Il y en a qu'une. Okay. Alors on a dans les Landes, on a 3 EHPAD qui se sont alliés avec la grappe de la Charente. Alors c'était un petit peu compliqué. L'ARS a vraiment beaucoup interrogé ce dispositif, mais les EHPAD voulaient absolument travailler, ne trouvaient pas de partenaire en local, donc ils se sont maintenus avec une dynamique assez avancée. Donc on a un groupe en Charente et puis un sous-groupe dans les Landes. Voilà, c'est à ma connaissance les structures qui ont été financées à ce stade. Bien qu'il y ait quand même une logique de territoire et de mutualisation dans un espace rapproché, c'est quand même plus efficace quand ça fonctionne de cette façon-là. Alors, à l'heure actuelle, pour répondre à un appel à projet et être financé, il faut d'abord commencer par constituer une grappe de 15 établissements minimum, donc de 15 numéros finesse. Il semblerait que ce critère de 15 soit un petit peu assoupli à partir de 2022, qu'on sera peut-être pas sur 15, mais sur 13. En tout cas, il faut une dynamique qui témoigne d'une mutualisation. Et il faut une même typologie d'établissement. Donc, soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap, soit aide à domicile. En fait, le sujet, c'était d'utiliser le même logiciel pour pouvoir mutualiser autour du système d'information et de la solution logicielle.
Après, vous verrez, vous, dans votre configuration, si vous voulez un projet qui soit porté pour toutes les structures adhérentes de Alpi, il pourra y avoir, à mon sens, une discussion avec l'ARS pour voir de quelle façon pouvoir procéder par rapport à ça. Voilà, ça veut dire que si vous avez peut-être 15 structures qui utilisent Arch MC2, mais peut-être pas 15 EHPAD qui utilisent exactement le même logiciel, donc bon, il y aura possibilité d'avoir une discussion et de faire quelque chose d'un peu adapté. En tout état de cause, l'enjeu, c'est vraiment d'être sur une mutualisation qui permette d'augmenter les usages, les bonnes pratiques, etc. Voilà, il faut aussi avoir le même mode d'hébergement. Alors ça, c'était des prérequis qui étaient dans le temps 1, donc en 2021. Je vous donnerai des précisions dès qu'on les aura pour l'année 2022. Tout ça correspondait au fait que la CNSA avait mis une étape extrêmement importante qui était que toutes les structures qui bénéficiaient d'une subvention devaient passer à un marché public dans des conditions de système d'acquisition dynamique mises en place par le RESA. Alors, dans votre cas de figure, vous êtes de toute façon soumis au marché public. Pour les structures du secteur associatif ou privé, c'était un petit peu innovant, compliqué, voilà. Et dans le cadre de ce marché spécifique, il fallait effectivement le même logiciel, le même système d'hébergement, etc. Donc ça, on ne sait pas dans quelle mesure tout cela va perdurer en 2022. Alors, je vais pas trop vous polluer. En tout cas, l'enjeu pour vous, c'est de réfléchir à un projet commun qui pourrait être déposé pour être financé. Voilà, autour d'un système d'information sécure et d'utilisation de logiciels et de référentiels et services socles avec des usages. Voilà. Alors, pour vous donner c'était en général c'était la diapo qui intéressait le plus quand on faisait les présentations en 2021. Ce sont les financements. Pour vous donner un ordre d'idée, dans vos cas de figure où vous avez déjà un DUI installé, vous pourriez bénéficier de 10 000 € par établissement pour la mise en conformité du logiciel et de 20 000 € pour l'équipement matériel et pour l'infrastructure. Voilà. Ce sont des forfaits. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, se rendant compte que l'enveloppe ne serait pas suffisante pour financer toutes les structures, met l'accent sur des présentations de budget au réel. Ça veut dire que si vous avez besoin de matériel et d'infrastructures, l'enjeu c'est pas de demander 20 000 €, mais c'est de dire dans les 3 ans à venir, on a besoin de renouveler le parc informatique, on a besoin parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas du tout de réseau Internet, donc on a besoin de câblage, ça va nous coûter tant. Voilà, c'est de présenter des devis au réel. D'où l'enjeu que vous fassiez, alors vous l'avez peut-être déjà, mais que vous soyez au clair, que vous ayez fait un état des lieux ou un audit de vos hébergements, infrastructures, parcs informatiques pour savoir ce dont vous avez besoin pour monter en compétences. Et puis, par rapport au DUI, les 10 000 € peuvent financer entre 1 et 3 ans d'utilisation, d'abonnement, puisque je pense que dans vos cas de figure, vous êtes dans des abonnements. Donc, c'est quand même extrêmement confortable et ça permet de passer la bosse, voire de renégocier ensuite des tarifs avec l'éditeur. Dans certains cas, l'ARS finançait 15 000 € pour aider à passer le marché public. Donc, on ne sait pas en 2022 s'il y aura toujours obligation de passer un marché public via le RESA ou pas. Et puis, dans le cas de figure de Grab, déjà très habitué à passer les marchés publics, il n'y avait pas cette aide. Et puis, dans certains cas de figure, alors c'est le cas, par exemple, madame, vous faisiez allusion à la Grab des SIAD du 47. Ils ont eu une attribution d'une enveloppe de 100 000 € pour les accompagner dans la gestion du projet, sachant que lorsqu'on est des SIAD autonomes, on n'a pas le temps ni forcément les compétences pour piloter un projet SI. Voilà. Certaines GRAP utilisent ces 100 000 € pour financer des postes qui, à terme, seront transformés en responsables système d'information, ou en tout cas où ils internaliseront des compétences. Voilà. Donc, dans votre cas de figure, je peux pas savoir si dans le cadre du projet que vous présenteriez, si l'ARS vous attribuerait ou pas ces 100 000 €. Voilà. Donc, ce sont des montants qui sont quand même conséquents.
L'enveloppe reste la même, mais ce que nous ne savons pas, c'est comme il va y avoir une répartition entre SOLS et programme SMS numérique, il y a une partie qui serait financée directement à l'éditeur et une autre partie qui serait financée aux établissements, notamment pour la partie équipement, infrastructure, etc. Est-ce que sur ces questions de financement, vous avez des interrogations ou des commentaires ? Voilà, donc après on avait un certain nombre de points autour des questions du RESA, etc. Alors, par rapport à ce programme ESMS numérique, ce que nous on préconise, donc nous sommes missionnés pour accompagner les usages du numérique en santé dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc vous nous avez déjà contacté. L'enjeu pour vous, c'est de constituer une grappe ou en tout cas d'avoir cette dimension collective et mutualisée, d'ensuite faire une réponse, donc un projet. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel vous pouvez commencer à travailler, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants de l'instruction 2022. En tout cas, si vous avez compris les grands objectifs, vous pouvez commencer à anticiper. Après, il faut aller saisir le dossier dans l'outil Galis et puis après, une fois que l'ARS a accepté le dossier, bon, il y avait toute cette partie qui risque de tomber, le bas de la diapositive. On ne sait pas en 2022 comment ça va se dérouler. Donc, je sais pas. Ça veut dire Oui. que, indépendamment de la connaissance que vous avez par rapport à 2022, en imaginant qu'on commence à travailler là dans les prochaines semaines, normalement, on devrait pouvoir déposer un dossier à partir de quand? Alors, on n'a aucune visibilité. Moi, j'avais imaginé que l'instruction sortirait plutôt au deuxième trimestre. Bon, il y a des élections présidentielles. En ce moment, il y a des rumeurs que peut-être ça sortirait en fait au premier trimestre. En tout état de cause, moi, je ne peux que vous encourager à anticiper ce travail et à le démarrer dès que c'est possible pour vous. Alors après, une fois que j'ai dit ça, je sais bien qu'on arrive dans la période de Noël et que dans les établissements, il y a des préoccupations conséquentes autour des résidents, des usagers, des remplacements de personnel, de l'embauche des personnels, etc. Mais plus vous anticipez, plus vous serez prêt. Le sujet, c'est vraiment de vous poser la question de quel périmètre de grappe vous présentez, d'anticiper les besoins, donc ces questions d'état des lieux, etc., de pré-rédiger un dossier. Donc nous, vous allez le voir, je le décris après, on a un certain nombre d'outils qu'on peut vous mettre à disposition, qui vous prémâchent le travail et qui vous mettent dans le cadre. Parce qu'après, l'ARS, quand elle lit les dossiers, elle aime bien que ça soit dans un cadre un petit peu commun à tout le monde. Voilà, donc ça, si vous vous y mettez dans un laps de temps assez court et que vous étalez la charge de travail, ça vous permet d'être prêt. Une fois que l'instruction sort, il y a à peu près 2 à 3 mois pour déposer le dossier. Donc, plus c'est anticipé, moins vous travaillez dans l'urgence. Sachant que dans votre cas de figure, je pense que vous êtes structuré pour être plus réactif et que vous avez déjà probablement beaucoup de documents. Il y a un peu de coordination et comme ça vous a pas échappé, je pense que là, les établissements en ce moment, avec, je sais pas, on compte plus les vagues là, mais enfin, la période n'est pas forcément la meilleure, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, je pense qu'ils vont avoir d'autres chats à fouetter, enfin, qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais indépendamment de ça, il faut qu'on puisse se mettre en ordre de marche, effectivement, pour que on puisse tenir une réunion en janvier sur la base des documents et puis qu'on puisse remplir un petit peu les cases au fur et à mesure, quoi. Voilà, mais ça, on gérera ça de notre côté. Ouais. Là, c'est une diapo sur la façon dont les dossiers sont étudiés. Donc, il y a des critères d'éligibilité, de priorisation et d'usage. Bon, rien sur les critères d'éligibilité, il faut une grappe d'au moins 15 établissements, peut-être un peu moins. Il faut un DUI qui respecte le cahier des charges nationales. Bon, pratiquement tous les DUI respectent la cartographie de la nappe. La question de la sécurité, je pense que vous la maîtrisez bien. La question du DPO, bon, je passe peut-être un peu vite sur ces critères parce que j'ai pas d'inquiétude que vous les ayez atteints. Ce qui est important, ce sont les critères régionaux puisque c'est l'ARS qui instruit les dossiers.
Pour l'ARS, ce qui est important et ce qui va être amplifié, hein, c'est d'avoir vraiment une mutualisation de ressources et que le projet soit pérenne. Ça veut dire que certaines grappes qui ont été financées en premier, après on laissait entendre que c'était pour 2 ans et qu'elles revenaient en arrière après. Donc il y a eu dialogue avec l'ARS et ces grappes. Le sujet, c'est que ça soit pérenne. Donc la question financière est évidemment très très importante, négociation avec l'éditeur, marge de manœuvre dans les budgets, etc. Voilà. L'ARS favorise aussi ceux qui intègrent des établissements isolés. Et puis ensuite, il y a la question de l'INS et du ROR dans lequel il faut pouvoir témoigner qu'il y a une inscription. Ça, je vais y revenir sur l'INS. Voilà, donc ce sont des critères qui sont importants, mutualisation et pérennisation. Ça veut dire quelque chose d'un peu solide qui s'inscrive dans le temps. Bon, je pense qu'avec l'ALPI, c'est ce que vous avez déjà mis en place. Donc ça, c'était le calendrier. Donc, comment démarrer, constituer votre grappe, partager un projet SI et avoir un comité de pilotage. Voilà, ça, ce sont vraiment les premières étapes qu'il faut que vous franchissiez. Alors, nous, notre travail, notre mission, c'est de vous informer, de vous sensibiliser, de vous soutenir dans la constitution des grappes, de collecter vos questions et d'obtenir des réponses. Donc, moi, j'ai bien noté la question relative à la maintenance réglementaire du logiciel à coût constant. On vous propose un certain nombre d'outils qui ont été soit élaborés par les premiers, soit élaborés par nous. Nous sommes en capacité de relire votre dossier, d'apporter des commentaires, des questions pour vous avanciez. S'il y avait des modèles un petit peu spécifiques, alors je le cite parce que par exemple l'UNA a été invité par l'ARS à travailler sur un projet spécifique, à ne pas déposer une grappe tous les ans de 20 établissements, mais à faire un projet global pour les 150 structures UNA de la région. Dans le cadre de ceux dont le dossier est rejeté, on les accompagne pour revoir le dossier et l'améliorer. Et puis ensuite, une des missions de ESEA, c'est l'accompagnement sur les services socles et notamment sur les usages, puisque c'est très bien d'installer une messagerie sécurisée, mais si on ne sait pas autour de nous qui l'utilise, comment, etc., c'est compliqué. Pareil pour Paco Globule, pareil pour l'INS, voilà, sur tous ces aspects. Donc globalement, vous avez intérêt effectivement à réfléchir au périmètre de ceux qui vont partir, à vous mettre en mode projet avec un comité de pilotage, à réfléchir à votre état des lieux et à ce que vous souhaiteriez mettre dans le dossier. Et puis, j'en parlais tout à l'heure avec une de vos collègues, ce qui est bien aussi, c'est d'anticiper la mise en place de l'identité nationale de santé avec le processus d'identito-vigilance. Ça, c'est quelque chose de réglementaire dont les structures ont peu entendu parler. Bon, c'est normal, ça vient d'arriver. Ça a été déployé dans le sanitaire. 100% des établissements sanitaires de la région l'ont mis en place. Et donc, aujourd'hui, c'est le tour des établissements médico-sociaux. C'est souvent vécu comme une contrainte supplémentaire. D'où l'enjeu que ça soit vraiment piloté à un niveau supra et ensuite que les documents soient mâchés, digérés et que ensuite dans chacune des structures ça soit un paragraphe supplémentaire dans la procédure d'admission d'un résident ou d'un nouvel usager. Voilà. Okay. J'ai abouti dans une présentation et j'écoute vos commentaires et questions. Alors, ce qui veut dire que notre interlocuteur ou l'interlocutrice sur le montage du dossier landais, c'est qui, Madame Sanders? Parce que sur le slide, je vois Bordeaux, Aquitaine, bon, Poitiers, Limoges, j'ai bien compris, c'est pas chez nous, mais... Alors, votre interlocutrice... Avec qui on travaille? Voilà, avec Élodie Lopez, donc qui est... Élodie Lopez, d'accord. Et qui est diffusée. Et puis Flora Gallet en soutien, voilà. Donc c'est Élodie et Flora qui sont vos interlocutrices privilégiées. Et comme on est une petite équipe, si l'une d'entre elles est absente, il y a toujours quelqu'un pour la remplacer, moi par exemple. Après, si c'est un dossier un petit peu spécifique, j'interviendrai aussi dans le lien avec l'ARS. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des appels à projets, souvent vous déposez un dossier sans forcément avoir pu avoir des échanges. Là, l'enjeu, c'est pas de faire travailler les gens pour ensuite leur dire non.
Si l'ARS pouvait, elle financerait vraiment tous ceux qui présentent des bons dossiers. Donc nous, en tout cas, notre rôle, s'il y a des spécificités, c'est de les présenter en amont à l'ARS et de voir si c'est faisable. Voilà. Ça, on peut le travailler ensemble et puis après, on vous fait un retour et vous ajustez. Donc nous, on vous invite à ne pas travailler sur un dossier complet, totalement abouti que vous nous faites lire la veille de la date limite de dépôt. Voilà. On peut vraiment être dans beaucoup plus d'échanges et de partenariats. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que il y a des questions des participants ou des commentaires, des réactions? Des commentaires, oui, bien sûr. Le droit de nous dire que vous trouvez que c'est trop, que c'est compliqué, que on confirme que c'est compliqué. Vous pouvez aussi exprimer des doutes ou des réticences ou des questions par rapport aux éditeurs, aux référentiels et services socles. Alors, ce que nous, de notre côté, on trouve compliqué pour les établissements, c'est que il y a des discours qui sont des informations qui arrivent de partout. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler d'INS. Moi, personnellement, non, mais je vais Du pas parler répertoire au nom des établissements. Visiblement, je vois des noms sur plusieurs fenêtres. Répertoire opérationnel des ressources. Voilà. RPPS+. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que début janvier ou courant janvier, on reviendra vers vous et on essaiera de vous donner un spectre plus large, un diaporama de toutes ces nouveautés réglementaires qui vont que vous allez devoir intégrer pour que vous puissiez les appréhender, les programmer, voir de quelle façon au niveau d'Alpi et des différentes structures vous travaillez. Voilà. Donc nous, on est en train de travailler sur ces éléments de langage. Ce qu'on s'est dit, c'est que le ministère, l'ANS, la CNSA, tout le monde travaille, on voit plein de choses. Il nous semble qu'il pleut des informations sur les établissements, qui ne les récupèrent pas. Donc on va essayer de digérer tout ça pour vous le restituer et vous donner des clés pour pouvoir avancer. Donc ça, on vous proposera de fait un temps courant janvier sur ce sujet. Ouais, très bien. Voilà. Bah, qu'on pourra coupler avec une première réunion à la suite de votre présentation de ce matin. On va essayer de programmer ça effectivement pour janvier, le temps que tout le monde digère un peu. Et qu'on puisse, nous, après derrière, prendre peut-être contact avec les structures qui ne pouvaient pas se rendre disponibles ce matin là, pour leur présenter un petit peu le dossier, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des... Alors allez-y, n'hésitez pas, profitez-en. Tout est clair? Oula, ça m'inquiète là, si tout est clair. Alors, ceci étant dit, moi j'ai conscience quand je fais cette présentation que c'est assez lourd, c'est assez lourd, c'est ambitieux, Confirme. etc. Voilà. Moi, le sentiment que j'ai pour avoir eu des échanges avec Monsieur Lagrave, c'est que en termes de maturité, vous êtes déjà pas mal avancé, donc c'est tout à votre honneur à tous collectivement. Et c'est déjà, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas à faire. Et puis après, je voudrais dire, mais peut-être que certains d'entre vous en sont convaincus aussi, que la majorité des services socles apportent vraiment un plus dans le parcours du résident. Quand sur un territoire, les acteurs utilisent à bon escient la messagerie sécurisée, Paco Globule, la télémédecine, il y a vraiment une plus-value pour les professionnels, pour les usagers et résidents. Voilà. Donc la finalité est quand même porteuse de beaucoup de sens, beaucoup d'évolution et a un impact positif. Et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. Vous l'avez observé dans la présentation, on parle pas de télémédecine parce que la télémédecine n'est pas dans, enfin il y a un chapitre dans le cadre du Ségur, mais il y a peu de communication en lien avec le programme ESMS numérique. Pour nous, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si certaines de vos structures sont inscrites dans des programmes de télémédecine, mais elles amènent des usages vraiment intéressants sur la messagerie sécurisée, sur le DMP
Et puis, ça justifie vraiment l'arrivée du numérique dans toutes les structures. Voilà. Vous en êtes où au niveau de la télémédecine dans vos structures? Alors là, c'est pas moi qui vais répondre non plus. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre. Non, personne ne veut répondre. Ils sont étrangement muets ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il y a quand même des sourires. Donc, je vois Non, que mais monsieur avec les yeux derrière son masque, Madame Clavé aussi. Voilà. Bon. Donc, ce qui veut dire que. En Mario, on t'entend plus. Si tu veux parler, on t'entend plus, par contre. Télémédecine, ça me parle pas. Après, je me renseignerai auprès de Valérie Lutz, la directrice des EHPAD, savoir si ça lui parle. Je lui ferai un retour de cette réunion, mais moi, ça me parle pas. Bon, je sais qu'il y a des EHPAD, il y a beaucoup d'EHPAD des Landes qui sont inscrits dans des dispositifs de télémédecine, et tout ça va viser à se développer dans les années à venir. Après, ce qui est certain, c'est que ça va quand même très très vite sur le champ du numérique. Après, ce qui serait peut-être intéressant de voir aussi, c'est avec c'est Alexandra Hébert, je crois, au niveau de ESEA, avec qui j'ai eu un échange il y a quelque temps, qui a une cartographie des établissements où, notamment pour Paco Globule, elle a pu repérer des services qui n'étaient pas encore, qui n'utilisaient pas encore cette fonctionnalité, mais que ce soit des établissements des ESMS ou des médecins, infirmiers, etc. Donc peut-être avoir aussi en matière de promotion, là je parle plus particulièrement de Paco Globule, mais c'est assez important de voir aussi au niveau cartographie les axes de promotion qu'il y a à faire pour l'utilisation de ces fonctionnalités. Oui, tout à fait. C'est ce qu'Alexandra va faire, oui. Ouais. Et alors, c'est donc vous qui êtes donc avec la grappe du Lot-et-Garonne, c'est ça que j'ai compris? Oui, ma collègue a s'est joint à la grappe du 47 et donc ils ont eu un accord du financement. D'accord, mais ce qui veut dire que vous avez démarré déjà les travaux sur ce... On a eu la réponse il y a 15 jours à tout casser, donc pour l'instant, c'est pas encore sur la suite à venir, sur le groupement s'il faut passer un marché ou pas, on est encore au stade d'observation d'attente de consignes au niveau du service qui a mené qui a porté le projet, en fait. Ouais. Oui, parce que dans le 47, ils sont équipés de logiciels ou ils n'ont pas de logiciel? Alors, dans le 47, c'est une grappe qui utilise ArchMC2. D'accord. Et donc, c'est une mise en conformité avec l'utilisation des services socles. Et puis, va y avoir un gros chantier aussi, puisqu'il n'y a pas du tout de ressources humaines mutualisées. Chaque service est avec un prestataire ou plus ou moins un prestataire. Enfin, il y a un gros chantier de mise à niveau du système d'information et un enjeu de mutualisation à terme. C'était pour ça que je vous avais posé la question mardi, où vous m'avez dit non. Là, sur le Lot-et-Garonne, je savais pas que. Mais non, mais franchement, je savais pas qu'il y avait un établissement landais qui s'était rapproché au Lot-et-Garonne. Là, pour le coup. Ouais, mais après, c'est le SIAD là, c'est le SIAD et c'est pas avec Apologique, Marion. Dis-moi ce que c'est le SIAD. Mais justement, c'est ce qu'il faut que je clarifie. Alors, Florence, ma collègue, est absente aujourd'hui, mais c'est le SIAD qui s'est rattaché à la grappe, donc je pense que ça sera plus porté sur le développement des logiciels, le Médicis, etc. Voilà, c'est Médicis. D'accord. Voilà, c'est avec nous en fait. D'accord. C'est pour ça que je suis surprise que Madame Sanders, que vous disiez que c'est la 47, c'est ArchMC2, parce que le SIAD, en fait, n'est pas avec ArchMC2, justement, pour le SIAD. Ouais. Pour le logiciel, pardon, plutôt. Moi aussi, je suis surprise de ce que vous me dites, c'est inquiétant. C'est-à-dire que si c'est Médicis, on comprend complètement, parce que, en l'occurrence, nous, on n'a pas. Mais pour les SIAD, nous, on a effectivement un ArchMC2, mais ça va faire du Médicis et du ArchMC2 qui vont cohabiter. Dans la grappe. Enfin, ou alors il s'est produit un truc qui nous a échappé et peut-être qu'on est mal informés les uns et les autres. Hein. Enfin, oui, il faut quand même vérifier que ce soit pas le cas, quoi. Oui, après on va pas casser la grappe qui est déjà. Ah non, mais il n'est pas question. Et on dire que c'est refusé parce que c'est pas le même logiciel. Non. Après, chacun fait ce qu'il veut et chacun est libre. Non, oui. Après,
la base, c'est que tout le monde ait le même logiciel dans la grappe. Donc, on va vérifier ça. Et oui, c'est pour ça que je suis surprise. Bon, enfin, écoutez, ça, c'est juste une vérification à faire. Pas de problème. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions, interrogations? Alors, Olivier Meurice à Soupros. Ouais. Nous, EHPAD de Soupros, on s'est rattaché à une grappe à Pessac, au foyer des aînés. On est plusieurs EHPAD à s'être rattachés à cette grappe. Je ne sais pas si vous en aviez connaissance dans le cadre de la mise en conformité de Titan. Ouais. D'accord. Ah bah, très bien. Alors, donc ça me permet de faire un commentaire. En fait, dans la constitution des grappes, les éditeurs jouent un rôle important. Donc, dans le cadre de la grappe du 47, il y avait eu un projet parce qu'il y a un collectif de SIAD 47 qui a l'habitude de travailler ensemble. Et ensuite, l'éditeur a proposé à certains de ses clients de se rattacher. Voilà. Donc après, nous, on n'a pas vocation à dire aux gens c'est légitime, c'est pas légitime, etc. Voilà. Sur la grappe AFA, il y a eu un gros travail fait par Titan. Donc nous, on essaie d'expliquer à Titan qu'il y a deux choses qu'il faut pas faire. C'est ratisser super large et faire des grappes énormes où la gestion de projet est compliquée. Et ensuite, il faut pas déposer des dossiers qui sont des dossiers commerciaux Titan. Voilà. Donc la grappe AFA, il y a eu un travail conséquent, une implication. À ce stade, ils ont toujours pas eu la réponse de l'ARS parce que n'ont été notifiés que ceux qui avaient vraiment été retenus et il y avait un financement à la clé. En fait, l'ARS est toujours en cours de négociation avec la CNSA pour savoir s'il y a des financements supplémentaires qui peuvent être attribués parce que il y a des bons dossiers qui peuvent pas être financés. Donc l'AFA a pas la réponse. Voilà. Mais pour nous, c'est un exemple, si vous voulez, de la grappe AFA présente vraiment beaucoup d'intérêts, de points positifs et puis génère aussi un certain nombre de questions. Voilà. Donc dans l'hypothèse où la grappe serait pas financée, vous pouvez aussi revoir votre position et voir si vous voulez partir avec Alpi. Voilà, la discussion sera ouverte. Après, nous, on gère pas de Titan, Madame Sanders. Pardon ? C'est ce que je vous avais dit sur les EHPAD. Nous, on n'est pas du tout gestionnaire du logiciel Titan. Oui, voilà. Enfin, c'est une discussion qu'on avait eue avec Monsieur Henry parce qu'on n'était pas en capacité de porter le projet et pour nous le plus simple est effectivement de se raccrocher à une grappe existante qui porte le projet pour pouvoir aboutir à une mise en conformité rapide, quoi. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, quand vous exprimez ça, l'objectif c'était d'être en mise en conformité sur le logiciel et les services socles. Effectivement, cette grappe le permet. Après, est-ce que ça permet d'avoir une mutualisation, un système d'information sécurisé et une organisation pérenne dans le temps? C'est la question qu'on se pose quand on lit le dossier de l'AFA. Donc, qu'il soit financé ou pas, de toute façon, c'est un très beau projet. L'ARS continuera à les accompagner pour qu'ils soient financés, pour que les établissements qui sont volontaires soient financés dans un second temps. Mais ça fait partie des questions qu'il faut vous poser et, à mon avis, qui n'ont pas été assez creusées dans le cadre de la grappe AFA. Si je vous pose la question, est-ce que la grappe AFA vous apporte une réponse en termes de système d'information sécurisé, de mutualisation de ressources, etc. Quelle est votre réponse ? La mutualisation, il y en a pas. On est bien d'accord sur une telle grappe. La question qui se pose aussi, ce serait l'uniformité du dossier sur un même département. Mais là, vous ne pouvez pas imposer à tel ou tel établissement de faire le choix de ce logiciel-là ou de cet éditeur-là. Donc c'est cette première question qui avait été posée en socle. Ma voisine qui est à 8 km n'a pas le même logiciel que moi, donc quel est l'intérêt pour moi d'être dans sa grappe ou qu'elle soit dans la mienne? Voilà, c'était cette première question qui était posée. Là, l'idée, c'était d'aller un petit peu plus vite et de pouvoir effectivement bénéficier de ces subventions pour pouvoir aller vers la mise en conformité en se raccrochant à une grappe qui utilisait le même éditeur. Mais effectivement, le lien et la coordination entre nos établissements, elle est inexistante, naturellement. Voilà. Mais ça fait partie du retour d'expérience qu'on a sur cette phase d'amorçage. Ce critère de logiciel commun est parfois très négatif sur un territoire. Ça veut dire que les établissements n'utilisent pas le même logiciel, mais auraient une capacité à mutualiser leur système d'information. Donc, quelle est la solution ? Enfin, moi, je constate que si vous êtes adhérent d'Alpi, le sujet de la sécurisation du système d'information est probablement traité par Alpi, et donc reste la mutualisation de la solution d'éditeur. Voilà. Donc
Bon, on espère que l'instruction de 2022 va apporter des éléments de réponse ou de la souplesse par rapport à ça, mais c'est effectivement un gros sujet. En tout état de cause, voilà, dans la réflexion, il faut qu'il y ait mutualisation et pérennisation. Et dans le cadre de AFA, quelle était la pérennisation? Après, nous, on salue le travail qui a été fait par AFA, hein, qui est un très très gros travail, très conséquent. Quel que soit le résultat de cet appel à projet, il y aura des suites. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas voilà, il y aura une suite et une volonté positive d'aboutir de la part de l'ARS. Merci. Mais effectivement, on avait fait une réunion d'information organisée par Monsieur Henry et oui, on avait pu mesurer qu'il n'y avait pas de pilotage possible, ce qui est une des difficultés aussi. Hein. Voilà. Ok. Bon. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou interrogations, Madame Sandler, je vais vous remercier donc de la présentation. On a bien noté qu'on en avait une seconde qui pourrait être prévue dans le mois de janvier sur la partie plus institutionnelle enfin institutionnelle, c'était institutionnel, mais un peu sur un certain nombre d'évolutions qui regardent également les établissements. Nous, on va en dehors de la partie ESEA avec les collectivités qui étaient là et qui, en l'occurrence, sont sur les applications métiers, organiser une réunion également au mois de janvier, hein, parce que on va laisser passer les périodes compliquées. Mais dans la deuxième quinzaine de janvier, on va essayer de caler une réunion là, avec Mélanie et puis mettre la présentation hein, sur notre réseau. Vous l'aurez à disposition comme ça si vous voulez la présenter à vos collègues ou la partager avec vos directeurs, directrices, enfin, qui vous souhaiterez, hein, c'est fait pour. Et on l'enverra évidemment à toutes les collectivités qui ne pouvaient pas être là ce matin. Sachant que la réunion de janvier, on essaiera de voir s'il y a une capacité et une volonté surtout, parce que la capacité on l'a, hein, mais une volonté de partir sur cette opération ou si il n'y a pas de volonté, et en tout cas, bon, je ne sais pas comment tout ça se mettra en place, mais en tout cas, nous, on va essayer de monter le dispositif pour pouvoir se mettre comment dirais-je, en fonction pour déposer un dossier dès que l'appel à projet sortira au niveau régional et national. Hein. Je pense que là, pour le coup, à la fois sur les évolutions, sur la sécurisation et puis sur l'accompagnement, je crois que tout le monde a compris, enfin, on avait un petit peu compris à la première présentation, puis là on a encore mieux compris, je pense, de notre côté, qu'il y avait un petit peu de travail. C'est encore rien.